Tout de suite, et comme tous les vendredis, on refait la semaine éco, une semaine riche côté américain, mais aussi en Europe, hein, avec la Catalogne notamment. Pour en parler avec nous, Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Chef économiste de Natixis AM. Alors, la big picture, ça se passe aux États-Unis, hein, c'est la réforme fiscale. On l'aura tellement attendu. Maintenant, elle est là. Oui, c'est sûr, les marchés continuent de progresser, mais je dirais pas que c'est un non-événement. Mais voilà, ça y est, c'est fait. On l'a acheté je ne sais combien de fois. On peut se demander ce qu'il y aura après. Donc cette réforme fiscale, qu'est-ce qu'elle change véritablement ? Elle change une chose très simple, c'est que c'est une réforme fiscale sur 10 ans. Et dans 10 ans, le ménage moyen américain paiera plus d'impôts qu'il n'en paye aujourd'hui. Le ménage moyen ? Oui. C'est-à-dire l'électorat de Trump? Oui, mais oui. Quand vous regardez qui bénéficiera de la baisse d'impôts, vous avez les 10% des revenus les plus élevés qui toucheront, qui capteront 83% de la baisse d'impôts. Oui, voilà, ils paieront moins d'impôts. Ils vont pas y gagner. Les 10% les plus ayant... Donc ce sont ceux qui paient le plus d'impôts. Si les impôts baissent, forcément, c'est toujours ceux qui paient le plus d'impôts qui en profitent. Oui, mais ils vont bénéficier de 83% de la baisse d'impôts. Ça veut dire qu'effectivement, leur revenu après impôt va augmenter de façon significative, d'autant que ces 10% des revenus les plus élevés sont les détenteurs d'actions. Donc la baisse de la fiscalité sur les entreprises américaines va bénéficier à ces entreprises et donc à ces revenus les plus élevés. Donc là, il y a une situation où l'Américain moyen se fait avoir, clairement. D'accord. D'autant que pour les revenus les plus faibles, les incitations sur Obamacare, etc., vont disparaître. D'accord. Et donc Trump est arrivé quand même à remettre en cause l'Obamacare. Oui. Il n'y a plus de sanctions si vous n'êtes pas affilié. Et donc le ménage avec des revenus en dessous de la médiane, aura une incitation à ne pas être affilié à Obamacare. Ça concerne selon les simulations, à peu près 13 millions de personnes. Alors pourquoi est-ce que l'on dit que ça va bénéficier à l'économie américaine ? Mais parce que les républicains nous disent ça, mais pas les économistes. Mais vous n'êtes pas d'accord ? Non. Il va y avoir de surcroît de croissance avec cette réforme fiscale. Pas grand-chose. Les estimations sur l'ensemble de la période, c'est à peu près 1%. Sur 10 ans. Ça fait 0,1% par année, oui, ça fait 0,1, 0,2. Hein. Ça fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va créer un déficit public de 1000 milliards sur 10 ans pour pas grand-chose. C'est une baisse d'impôts de 1500 milliards, je crois, si on met tout bout à bout. 100 milliards et 1000 milliards de dettes en plus. Voilà, et donc ça a un coût absolument considérable pour pas grand-chose. Il y a 30 ans, Reagan avait fait la même chose, non ? Reagan, c'est la plus forte baisse d'impôts depuis 30 ans. Alors je suppose que c'était Reagan il y a 30 ans. C'était la réforme de 86. Et ça avait un impact. On peut se servir de ça comme base pour voir justement quel impact ça va avoir cette fois-ci. Alors il y a deux choses. Elle était mieux équilibrée. Mais ceci étant, quand on regarde toutes les questions autour de la distribution des revenus aux États-Unis, vous savez tous les biais qui détient les revenus, etc., on s'aperçoit que la rupture a clairement lieu après cette réforme fiscale. Donc on est déjà dans une situation, c'était pour Reagan l'idée que c'est la fameuse théorie du ruissellement, plus les riches sont riches, plus les pauvres en profiteront. Ça n'a jamais fonctionné, on l'applique à nouveau ici, mais on sait que ça ne marche pas. Autre événement, mis à part l'adoption finale de la réforme fiscale, qui doit encore être signée par Trump, bien entendu, c'est la Catalogne, cette fin de semaine, la victoire des indépendantistes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de la Catalogne. Qu'est-ce que ça s'annonce déjà très compliqué, parce que les indépendantistes sont divisés. Il y en a un qui est en fuite, le principal à Bruxelles. On se demande comment ça va se passer, mais de toute façon, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Espagne. C'est préoccupant. Il y a deux choses. On ne sait pas ce que peuvent faire les indépendantistes. C'est-à-dire que quand on regarde, les indépendantistes sont une mosaïque de gens qui souhaitent l'indépendance, mais de façon très différente. Donc
Donc maintenant, il va falloir passer au stade suivant. Ça va être compliqué. Et l'autre point, c'est que Rajoy a été totalement désavoué. C'est-à-dire que le gouvernement espagnol, qui avait pris des mesures très fortes, on se souvient, il y a 2 mois, au moment du référendum, c'était très violent. Et Rajoy a perdu toute crédibilité. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'on voit apparaître un parti de centre-droit à peu près, qui n'existait pas vraiment, mais qui aujourd'hui est le parti le plus puissant de Catalogne, qui n'est pas indépendantiste. Mais voilà, on va avoir un mixte sur la Catalogne qui va être intéressant, avec toujours en tête, quelle que soit l'évolution institutionnelle à venir de la Catalogne, les Catalans auront perdu, parce que on a constaté depuis plusieurs mois maintenant et depuis plusieurs années que les entreprises quittent la Catalogne, et ça, il y a une perte de substance. Ça s'est accéléré au moment du référendum, mais il y a une perte de substance absolument considérable pour l'économie de la Catalogne, et ça ne sera pas rattrapé. Bon, rien de comparable au Brexit quand même? Non, mais c'est une situation qui peut créer un coin au sein de l'Union européenne. C'était pour faire la transition avec le Brexit. Vous avez noté un changement d'attitude de la part du négociateur européen, Michel Barnier. Oui, Michel Barnier, parce que le temps est court, hein, il faut tout régler maintenant en un an, puisque... d'ici mars 2019, non décembre 2018, pour que ensuite les pays aient le temps de valider, de voter, que les parlements nationaux aient le temps de voter. Donc ça prendra du temps. Donc ça veut dire un an. Un an, c'est très court. Et donc, effectivement, Michel Barnier a dit on va prolonger jusqu'en fin 2020 pour avoir de la marge. Donc c'est plus mars 2019. C'est mars 2019, mais il y aura une période de transition sur lesquelles il y aura déjà des accords. Il y aura des déplugages entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais il y aura encore des ponts qui existeront. Cette semaine également, l'INSEE a révisé à la hausse la croissance française, 1,9%. Excellent. On ne peut que s'en féliciter. 2018, ce sera un petit peu plus soft, hein, non? Non, parce que 1,7, ça reviendrait à 1,7. Oui, mais 1,7 à milieu d'année. C'est-à-dire à la fin du sur deuxième le premier semestre, ça va rester fort. Voilà, on est à 1,7 parce que en fait, on termine l'année 2017 assez fort, donc on va partir de 2018 sur une note déjà très dynamique. Et donc la comparaison sera très favorable et on peut imaginer que 2018 tourne entre 1,8 et 2% sur l'ensemble de l'année. Donc on verra après ce qui se passe au deuxième semestre, mais les signaux de l'INSEE sont plutôt bons. Ce qui est intéressant dans la note de l'INSEE, c'est que le commerce extérieur ne serait plus un frein à la croissance au premier semestre 2018, et surtout on commence à intégrer dans les prévisions l'inflexion dans l'investissement public lié au plan d'investissement du gouvernement, un plan de 57 milliards qui a été présenté par Pisani-Ferry il y a quelques semaines sur la transition écologique, sur l'innovation, la compétence, etc. Les défis de 2018, vaste question. Et on va terminer avec ça, Philippe. Défi 2018, je pense qu'il y a un vrai défi politique. Je pense que voilà, l'économie, ça tourne pas mal, etc. Je pense que le vrai défi est politique. On voit bien l'isolement qu'il y a de Trump, par exemple, à l'échelle globale. Ses partenaires habituels, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, ne sont plus aussi fervents supporters de l'administration américaine. Donc là, il y a une situation qui bouge et avec un nouvel équilibre politique. Et puis à l'échelle européenne, toujours sur cette dimension politique, on parle de la Catalogne, mais on doit aussi parler de ce qui se passe en Pologne, des relations entre l'Union européenne et la Pologne, parce que c'est quelque chose qui est devenu
très violent. Et puis il y a et ça pourrait être Pologne, Hongrie, voilà. Mais pour l'instant, Autriche. oui. Mais l'Union européenne a pris des mesures contre la Pologne. Et donc là, il y a quelque chose auquel il faut être attentif. Et puis l'autre point, c'est qu'il n'y a toujours pas de gouvernement en Allemagne. Et c'est vrai. Et le gouvernement allemand et Emmanuel Macron doivent normalement en 2018-2019 réformer l'Union européenne, mettre en place des réformes profondes. Et s'il n'y a pas de gouvernement, eh bien on a quelque chose qui se délite et une vraie problématique pour l'Union européenne. Année cruciale pour l'Europe à tout point de vue, clairement. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Philippe Wechter d'avoir été avec nous pour ce dernier. On refait la semaine éco de l'année 2017. Chef économiste chez Natixis. Très bonne fête de fin d'année à vous. À vous aussi, merci. Au revoir.